Ça t'arrive souvent d'être en colère? Ouais. Pourquoi t'es en colère? Quand maman me punit, Ouais. quand maman me prive de dinosaures et prive de tablettes, prive d'écran, je reste dans ma chambre toute seule. Elle joue avec un peu de dinosaures que j'ai cassé en dessous de ma couette. Pour nous calmer, on fait du slime. Du slime? Ouais. C'est quoi ça? Et ben du slime, on peut le manipuler comme ça. D'accord. Comme ça, on peut se calmer. Et ça marche toujours, ça? Ah oui. Oui. Et ça nous aide à nous calmer. T'es souvent en colère? Oui. Parfois oui, parfois non. Parfois, quand je pleure, quand la tristesse, mais quand je suis en colère, ben, je me calme. Il faut. J'ai menti à la directrice de mon ancienne école. J'ai pas été sage. J'ai fait des trucs graves. J'ai fait des doigts d'honneur. Et tu regrettes d'avoir fait ça? Et oui, je regrette. Et c'est terminé. Ça. Plus jamais. C'est l'heure de la récré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast proposé par le service de pilotage du PK. Merci à Alester, Amber, Catherine et Lina d'avoir ouvert une fenêtre sur leurs émotions. Aujourd'hui, on va parler d'un mot que l'on entend souvent, un mot que l'on croit connaître, mais qui mérite en réalité qu'on s'y arrête un peu plus longtemps. Ce mot, c'est adaptation, parce que quand on parle de PK, on pense souvent projet culturel, artiste, créativité, rencontre. Mais quand on ajoute l'enseignement spécialisé à l'équation, les questions arrivent vite. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que ce n'est pas trop pour les élèves? Ou parfois pour les adultes? Alors aujourd'hui, on a décidé de prendre le temps de dépasser les idées reçues et surtout d'écouter celles et ceux qui vivent ces projets sur le terrain. Et pour commencer, comme à notre habitude, je vous propose d'écouter les témoignages de quelques enfants. Ronald, 10 ans, nous dit « Avec ses mains, l'artiste a appris plusieurs signes. C'était pas parfait, mais c'était important. En classe, je m'adapte souvent. Dans le projet PK, on s'adapte à moi aussi. » Yanis, 14 ans, le projet PK, au début, je pensais que ça allait être compliqué. Après, j'ai compris que compliqué, ça voulait surtout dire différent. Et différent, ça, c'est OK. Liam, 15 ans, lui, nous dit « Le PK, c'est quand ma colère devient un outil. Avant, c'était juste un problème. » Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons donc nous interroger sur la pertinence du PK dans l'enseignement spécialisé. Pour commencer, on va brièvement rappeler ce qu'on met derrière l'enseignement spécialisé. Alors j'accueille Renaud, qui est enseignant à l'école Chalère, qui est également délégué PK. Renaud, est-ce que tu peux nous aider à définir les différents types d'enseignement spécialisé et les formes qu'ils peuvent prendre? Oui, bonjour. Alors il faut savoir que dans l'enseignement spécialisé, on identifie 8 types bien spécifiques, allant donc de 1 à 8. Le 1 étant un retard mental léger, le 2 un retard mental modéré à sévère, le 3 regroupe les troubles de comportement, le 4 les déficiences physiques, le 5 tous les élèves qui seraient hospitalisés ou maladies ou convalescents, 6 les déficiences visuelles, 7 les déficiences auditives et 8 les troubles de l'apprentissage. À ça s'ajoutent des formes, donc il y a 4 formes d'enseignement, la forme 4 étant l'enseignement général. La forme 3 vise l'adaptation professionnelle des élèves. Forme 2, c'est tout ce qui concerne l'adaptation sociale et professionnelle, donc on va viser plutôt un maximum d'autonomie ou des possibilités de travail en entreprise de travail adapté. Et la forme 1, c'est l'enseignement d'adaptation sociale. Donc, on vise à donner à l'enfant un maximum d'autonomie en fonction de son type de handicap. Il y a un petit peu de quoi se perdre dans tout ça. Est-ce que le public, est-ce que les parents, à partir du moment, ou même lorsqu'ils sont concernés, sont conscients de tous ces différents types? Non, pas toujours. Et alors, il faut savoir aussi que, donc, en fonction du type, on peut avoir des formes d'enseignement différentes. Donc, un élève qui souffre de handicap moteur peut tout à fait suivre une scolarité en forme 4 dans l'enseignement ordinaire par le biais de l'intégration. Mais voilà, c'est pas donné à chaque enfant. Et bien souvent, on a des parents qui viennent inscrire des enfants dans notre école sans savoir de quel type comment leur enfant est catégorisé. D'accord. Et je pense qu'à l'école Chalère, ce sont des types qui cohabitent, c'est-à-dire que vous avez aussi bien des enfants de type 1 que de type 3, de type 5, de type 7.
Est-ce que c'est le cas dans toutes les écoles de la fédération ? Non, parce qu'en fait, en général, déjà, la fédération Wallonie-Bruxelles, en tout cas le réseau WBE, n'organise pas d'enseignement pour les types 7 et 6, donc pour les déficiences auditives et visuelles. Ce sont des autres réseaux d'enseignement. Et chez nous, donc, on accueille des enfants de type 1, donc retard léger avec de la forme 3, donc un objectif à visée professionnelle. On a des élèves de type 2, forme 2 et forme 1, donc handicap modéré à sévère. Et on a également des classes de type 4, donc d'enfants avec handicap moteur. Merci Renaud. Alors j'accueille également Sylvie qui est référente scolaire pour l'arrondissement de Liège. Alors Sylvie, qu'est-ce qui change fondamentalement quand on parle de PK dans l'enseignement spécialisé ? Alors je pense que ce qui change, c'est qu'il n'y a pas un PK pour un enseignement spécialisé. Il y a tellement de formes d'enseignement spécialisé et au sein de ces tiroirs, il y a tellement de réalités différentes que le PK dans l'enseignement spécialisé, plus qu'ailleurs, ce sera une adaptation perpétuelle, donc au cas par cas, ce qui n'empêche pas de devoir malgré tout en amont préparer peut-être des modèles, des canevas qui permettent de rencontrer au mieux les publics auxquels vont s'adresser les expériences culturelles et artistiques. Sandrine, tu es référente culturelle dans le Hainaut et toi tu as travaillé pendant 20 ans dans l'enseignement spécialisé. Alors est-ce qu'il y a une idée reçue qu'on a sur le PK dans le spécialisé et qui ne correspond pas à la réalité ? Alors j'ai travaillé 20 ans dans le spécialisé type 3. Donc moi, je ne connais pas non plus tous les types sur le terrain. Je voulais quand même le préciser. Je sais ce que c'est, mais je n'ai des pas enfants travaillé. du type 3, on les a justement entendus. C'était Oui, très tout à clair. fait. C'était Oui. très clair. Il n'y avait pas besoin de mode d'emploi. C'était très clair que c'était des enfants de type 3. Oui. Donc par rapport au PK, de mon expérience en tout cas quand j'étais dans l'enseignement spécialisé type 3, on faisait déjà beaucoup d'activités du PK et on a l'impression que dans le spécialisé, des choses bougent parfois moins. Et moi j'ai l'impression que justement ça bouge déjà plus. Et parce que travailler sous forme de pédagogie active ou par pédagogie du projet et donner du sens à ces enfants, c'est par là qu'on doit commencer en fait, sinon on les accroche pas. Et en fait, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des adaptations, mais je pense que c'est aussi le parcours de l'éducation artistique et culturelle. Ça permet justement à rentrer dans des sensibilités et à amener en tout cas des propositions et des rencontres, même quand c'est compliqué. En fait, ça allège aussi le quotidien de faire des propositions comme ça. Maintenant, il y a tous des rituels, il y a toutes des choses à mettre en place en fonction de la réalité du terrain. Et c'est ce qui permet aussi d'amener autre chose et d'amener la culture ou alors de sortir de l'école pour avoir accès à la culture. Les échanges et les adaptations en amont avec le milieu culturel, c'est super important. Et là, je le vois encore plus en tant que référente culturelle. C'est quelque chose que j'amène vraiment dans les formations quand j'ai des enseignants devant moi ou quand je rencontre des opérateurs culturels. C'est de dire, n'hésitez pas à faire le lien en amont de votre rencontre. Comme ça, vous pouvez amener au mieux cette rencontre culturelle et artistique si vous venez dans l'école ou si les enseignants avec leur classe et leurs élèves vont dans le milieu culturel. On reviendra sur ce travail en amont un petit peu plus tard. Alors tu parlais du milieu culturel. Parmi nous, il y a également Christelle, qui est chargée de projets jeunes publics et scolaires et coopération Ramdam au Centre culturel de la Louvière. Alors Christelle, quels sont selon toi les freins les plus fréquents quand on envisage un projet en tant qu'opérateur culturel, mais qu'on envisage un projet PK en enseignement spécialisé ? Oui, alors moi je dirais que, pour rebondir un peu sur ce que tu disais, qu'il y a un manque de connaissances et très certainement d'outils en direction des opérateurs culturels, dans le sens où on n'a pas forcément toujours, on ne sait pas toujours comment adapter comme il faut justement, comme il faudrait pour ces différents publics qui sont très variés en fait, hein, on l'a vu, les différents types, etc. Et on a la volonté dans le secteur culturel de vraiment pouvoir améliorer l'accessibilité, qu'elle soit physique, mais aussi dans l'aspect d'accueil dans les lieux culturels, de pouvoir accueillir vraiment le public comme il faut, en fait, qu'il soit
des publics neuroatypiques ou avec handicap physique ou mental. On n'a pas les outils, en fait, je trouve, et ça, on manque de formation. Et à la fois, je pense que c'est assez général parce que même les enseignants, en fait, manquent de formation à ce niveau-là. Donc, il faudrait qu'on puisse avoir des outils, des modules pour apprendre, en fait. Moi, je crois que ça, c'est... Est-ce que tu as des exemples concrets comme ça de choses que tu aurais vécues par rapport à un projet PK dans l'enseignement spécialisé, destiné à l'enseignement spécialisé, où tu t'es dit on n'est pas prêt à accueillir ces enfants? Je sais pas, par exemple, tout simplement un accueil physique avec des enfants en chaise roulante, par exemple. Tout à fait. Donc, on avait organisé. Donc, il faut savoir qu'il y a quand même des artistes qui proposent ce qu'on appelle des relax performances, qui sont des formes vraiment pensées pour ces publics-là, mais aussi pensées pour tout public, mais avec une attention particulière au public notamment neuroatypique. Et donc j'ai vécu une de ces expériences-là, Relax Performance à Centrale, et en fait on s'est rendu compte que on n'était pas prêt parce que même l'accès à la scène, en fait, il fallait passer tout un tas de portes pour arriver dans la salle, dans la scène, sur le plateau du théâtre, et en fait simplement pour certains enfants passer la porte, c'était quelque chose de très compliqué. Il fallait vraiment les accompagner, être là, et donc c'est une toute petite chose qu'on peut facilement mettre en place, de laisser les portes ouvertes par exemple, de ne pas les fermer pour que les enfants puissent rentrer sans avoir cette peur-là. Enfin voilà, ça c'est un tout petit exemple, mais ça peut paraître du détail. Et en fait, c'est des choses qui sont importantes. Et d'avoir une rampe d'accès pour les fauteuils, par exemple, ça c'est vraiment pas toujours du tout le cas dans les lieux culturels. Avoir des bouchons d'oreilles à disposition, par exemple, on n'a pas toujours non plus, ou simplement pouvoir laisser ouvertes les portes pour, donc comme je le disais, mais aussi pour que les enfants puissent entrer et sortir, par exemple. Ça, dans ces Relax Performance, c'est possible, mais voilà, dans des autres projets culturels ou théâtraux, par exemple, ou de spectacles d'art vivant, c'est pas toujours possible. Peut-être il faudrait pouvoir adapter ça aussi. Voilà. Sandrine? Oui, j'avais envie de rebondir parce que j'avais été voir un spectacle Douce Révolution qui était vraiment conçu pour les enfants avec des besoins spécifiques. Et il y avait toutes des petites alcôves comme ça où les enfants pouvaient s'asseoir, mais il y avait un timer au-dessus. Et en fait, ça permet aussi à ces enfants-là, parce que la notion de temps, c'est pas toujours évident, c'est quand est-ce que c'est fini. Et puis, c'était des enfants aussi avec des troubles autistiques, etc. Et j'ai entendu une petite fille qui ne voulait pas rentrer dans la salle, parce qu'en fait, pour rentrer dans la salle de spectacle, les chaises ressemblaient, les chaises en plastique, là, en mica, ressemblaient pour elle à des chaises d'hôpitaux, ou comme chez le dentiste, ou comme chez le médecin. Et en fait, c'est des relations en fait, aux objets, des relations aux ambiances que ces enfants ont comme sensibilité. Et en fait, ça m'a complètement flashée parce que j'avais jamais réalisé que ça pouvait aller jusque-là, en fait. Même si moi, j'ai travaillé déjà avec des enfants pendant longtemps, avec des spécificités, des besoins qui leur sont propres. Mais donc, ça veut dire qu'en fait, oui, dans leur monde à eux, le moindre détail a vraiment son importance. Et c'est intéressant, justement, comme Christelle le dit, de pouvoir s'outiller. Et ça, c'est quelque chose auquel je suis vraiment attentive parce qu'évidemment, je viens du milieu de l'enseignement spécialisé. Et en fait, je me rends compte que effectivement, le milieu de la culture est en demande d'avoir des formations ou en tout cas des liens pour faire le pont et s'outiller. Et donc, les journées culture-école, par exemple, j'y pense parce qu'il y en a une bientôt en Innocentre. Mais en fait, il y a un espace pour le spécialiser et pour la rencontre entre les artistes et les opérateurs culturels et les enseignants, où il va y avoir une table ronde. Et donc, je trouve que ça, ce genre de choses, c'est vraiment hyper important. Et les deux milieux, en fait, s'y rencontrent et les deux milieux y trouvent du sens, que ce soit le pédagogique et scolaire et les opérateurs culturels. Renaud, il y a effectivement un cadre qui doit être placé pour que les enfants se sentent en confiance, aussi bien lors d'un déplacement en extérieur, mais je pense que également il y a une confiance qui doit s'établir lors de la venue d'un artiste extérieur qui lui-même est quelqu'un qui peut désarçonner les enfants parce qu'ils ne le connaissent pas. Oui, tout à fait. Et donc, c'est d'où l'importance en fait de prévoir des entrevues, je dirais au préalable. C'est ce qu'on a fait chez nous. Donc, on a fait venir un opérateur avec qui on envisageait de travailler. Dans un premier temps, pour simplement discuter avec nous dans les bureaux, leur expliquer un petit peu ce que j'ai fait en début d'interview, les types, les formes, parce qu'ils n'étaient pas familiarisés. Et petit à petit, on leur a fait visiter l'école, découvrir certains groupes, attendre un petit peu avant de présenter d'autres groupes, parce qu'on a également 3 classes avec des enfants atteints du spectre autistique.
Et donc là, effectivement, on n'entre pas dans cette classe-là comme on entre dans n'importe quelle classe. Il y a, je vais dire, des petits temps d'adaptation. Donc, d'une part, il y a la préparation des élèves, leur expliquer le projet, leur faire comprendre, les ritualiser aussi. Donc, pour certaines classes, on doit même ritualiser une activité ponctuelle. Ça demande en général une bonne semaine et demie de préparation au préalable. Et également de préparer l'opérateur, surtout si... Alors, soit il avoue de lui-même qu'il ne connaît pas le système et il est peut-être plus prêt à apprendre, soit on a parfois aussi des gens qui se disent, on en a discuté un peu hors antenne tout à l'heure, des gens qui se disent, oui, nous on a quelque chose qui est prêt pour le spécialiser. Et alors après, ils arrivent et ils se disent, non, finalement, c'est pas tellement adapté à ce public-là. On passe de... Enfin voilà, on a vraiment des groupes très, très hétérogènes. Et un public dans une classe n'est vraiment pas l'autre. Pour enchaîner, je vous propose d'écouter une voix de terrain. Romain a travaillé comme enseignant dans l'enseignement spécialisé il y a plusieurs années. Aujourd'hui, il y est revenu autrement en tant qu'artiste et opérateur culturel pour y mener des projets PK et il nous partage son expérience. Si un artiste disait, voilà, moi j'ai envie de travailler dans le spécialisé, dans l'enseignement spécialisé, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Qu'est-ce que tu lui dirais concrètement avant sa première séance ? La première question que l'artiste doit se poser, c'est est-ce que moi, en tant qu'artiste, en tant que personne, et par rapport à ce que je peux encaisser au niveau émotionnel, est-ce que oui ou non, ce genre de cadre me correspond. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour aller dans le spécialisé. La deuxième étape, c'est vraiment la rencontre avec le professeur et ne pas avoir peur de demander, par rapport aux difficultés de ses élèves, à quoi je dois faire attention. L'enseignement spécialisé par rapport au rythme scolaire, du fait qu'il y a beaucoup plus de flexibilité dans leur manière de travailler. C'est plus proche, en fait, de comment un artiste va travailler sur par exemple, en art vivant, sur une production de danse ou de théâtre, et ainsi de suite, où, en fait, on évolue au fur et à mesure de la journée, on fait des constats en fin de journée et on retravaille la fois suivante d'une autre manière. Donc ça, typiquement, je vais dire, au niveau de l'enseignement spécialisé, c'est plus facile que dans l'enseignement ordinaire, où là, c'est très, très carré, on ne peut pas déborder du cadre. Donc je dirais que pour un artiste, naturellement, l'enseignement spécialisé est plus proche de la manière dont on peut travailler, avec des artistes professionnels. Après, les spécificités, l'enseignement spécialisé, c'est vaste. Et donc moi, par exemple, ici, concrètement, donc, où je suis à Glun, je suis avec des enfants qui ont des troubles soit visuels ou auditifs. Et je travaille sur la danse et le théâtre, donc ça amène plein de contraintes. Et donc, effectivement, moi, j'ai un peu réfléchi à l'avance à développer tous des petits, des micro-outils, en fait, qui me permettent de me dire « Oh, mais oui, mais là, en fait, effectivement, si je mets de la musique pour travailler sur le rythme, avec quelqu'un qui est complètement sourd, ça va pas être possible. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour que ça fonctionne ?» Donc, je me prépare déjà une dizaine d'outils avant d'y aller. Et alors, je mets surtout très fort l'accent quand j'ai les réunions préparatoires avec les professeurs dans le spécialisé, plus que dans l'ordinaire, où je sais que quoi qu'il arrive, je vais pouvoir gérer la situation. Dans le spécialisé, en fait, j'avais vraiment l'accent plus fort que dans l'ordinaire sur le fait que c'est un travail collaboratif, que les professeurs doivent être présents pendant toute l'activité, qu'ils ne doivent pas avoir peur d'intervenir, ainsi de suite, parce que je sais qu'ils ont beaucoup plus de ressources, surtout quand ils sont dans l'enseignement spécialisé depuis plusieurs années. Ils sont devenus spécialistes, en fait. Ils sont spécialisés dans le spécialisé. Oui, c'est ça. Dans l'ordinaire, je veux dire, même si le lien avec le prof n'est pas hyper fort, tant que l'artiste crée vraiment un lien dans son activité avec les élèves, ça va d'office bien se passer. Ou là, dans l'ordinaire, dans le spécialisé plutôt, on est obligé d'avoir ce trio, en fait, prof-élève, artiste. Voilà, alors Sandrine, est-ce que cette notion de préparation en amont entre enseignants et opérateurs culturels est une réalité sur le terrain ? Oui, je pense qu'elle est fondamentale. Ok, ma question, c'est pas... On a compris qu'elle était fondamentale. Ma question est-ce que ça se passe vraiment ? Alors, moi, je sais en tout cas que les projets que je suis en train de suivre dans le GOC, donc... Et dans le Hainaut Centre principalement, oui, il y a justement en amont une réunion, voire plusieurs réunions. Il y a les enseignants ou l'enseignante ou la coordinatrice de projet qui est là pour discuter avec l'artiste. Souvent, ces réunions, j'essaye d'y assister aussi.
Maintenant, c'est évidemment bénéfique, on le sait tous ici, mais je pense qu'il faut relever aussi qu'en fait, ça devrait être comme ça, même dans l'ordinaire, en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment important de le dire, c'est que même dans l'ordinaire, on a des enfants avec des spécificités de plus en plus dans les classes, en fait. Et le spécialisé, mais ils ont envie de pouvoir sortir et des fois ils ont peur aussi, donc ils n'osent pas. Et moi, le message que je leur passe dans les équipes où c'est plus compliqué parce que les types sont différents, les réalités sont différentes, c'est de leur dire mais n'hésitez pas à poser des questions avant d'aller au théâtre ou n'hésitez pas à poser des questions ou avant d'aller au musée et de demander pour qu'on puisse vraiment trouver des solutions, parfois pour des petits détails. Par exemple, à Kéramis, l'année passée, une équipe d'enseignantes du spécialisé, la première chose qu'on leur a demandé pour aller dans les fours-bouteilles, c'était de mettre des chaussons ou d'enlever leurs chaussures. Non, c'était d'enlever leurs chaussures. Et en fait, elles ont dit, mais nous, avec notre classe, on laisse tomber, on fait même pas ça, parce que ça va prendre super longtemps, et puis en plus, ils savent pas remettre leurs chaussures. Enfin bref, moi je dis, mais en fait, on peut réfléchir et avoir un bac avec des chaussons, comme pour aller à la piscine, quand les enseignants mettent les chaussons, par exemple. C'est toutes des petites choses auxquelles on peut réfléchir ensemble en amont. Maintenant, est-ce que ça se fait partout ? Ça, moi, je ne sais pas, je ne suis pas partout. Mais en tout cas, c'est le message que je fais passer, oui, que c'est hyper important. Renaud, est-ce qu'on pourrait dire quelque part que les problèmes qu'on rencontre, parce qu'ils existent aussi dans l'enseignement traditionnel, sont décuplés quelque part dans le spécialisé ? C'est-à-dire que tout d'un coup, un problème de peur d'aller à l'extérieur, etc., on peut le gérer plus ou moins dans l'enseignement traditionnel, ça devient plus compliqué dans le spécialisé. Et que ce sont finalement des problèmes que rencontrent tous les enseignants et tous les opérateurs culturels. Oui, je pense qu'on peut retrouver effectivement les mêmes inquiétudes, les mêmes craintes. Et oui, elles sont décuplées et parfois elles s'additionnent. Un enfant autiste qui va avoir des troubles, qui ne sait pas sortir de sa classe sans un certain rituel. On a ici aussi on a eu un spectacle organisé par notre opérateur PK et opérateur artistique, pardon. Et on a dû faire une séance spécifique juste pour les enfants autistes parce que se retrouver avec 40-50 enfants, même si la salle est grande, c'était inconcevable pour eux. À l'inverse, on a des groupes où justement ils ne sont pas nombreux, ils préfèrent être avec les copains pour participer et assister. Donc oui, il y a ça, et puis il y a effectivement tout ce qui est logistique. On a parlé tout à l'heure des accès PMR, etc. Ça en fait partie, et tout ce qui est également simplement du point de vue du transport scolaire, où on est confronté parfois à pas mal de difficultés. Soit on n'est pas équipé de bus en suffisance, soit on a des élèves qui ne sont, à proprement parler, pas capables de tenir un déplacement, je vais même dire d'1 heure en dehors de l'école. Donc ça, c'est toutes des choses auxquelles il faut faire attention. Le timing aussi, on a des élèves qui peuvent rester concentrés pendant un spectacle de 2 heures et d'autres avec qui, au bout d'une demi-heure, on sent que ça va saturer. Alors voilà, le cadre est donc très clair. On peut se demander concrètement comment on fait pour améliorer tout ça. Alors Sylvie, toi, tu travailles actuellement sur un projet de recensement. Donc tu fais actuellement un travail de recensement des opérateurs culturels dans le bassin liégeois. Est-ce que tu peux nous expliquer cela ? Alors je peux. Donc déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas en ligne directe sur le terrain. Donc, j'ai une position un petit peu de seconde ligne où je vais pouvoir récolter les informations concernant l'offre culturelle disponible sur le territoire et voir si elle est suffisante et adaptée aux différents types d'enseignements spécialisés présents sur le territoire également. Donc, ce qui apparaît, c'est que des opérateurs culturels qui proposent une offre pour l'enseignement spécialisé, il y en a énormément. Ça, c'était ma première phase de récolte. C'était voir un petit peu, en interrogeant les opérateurs culturels, qui a une offre pour l'enseignement spécialisé. Ensuite, on a affiné en essayant de voir
en fonction du niveau fondamental ou secondaire et en fonction des différents types, quelle était l'offre réelle pour ces différents sous-groupes d'enseignement. Et là, il a commencé à y avoir des disparités, par exemple. On a pu remarquer que l'offre qui concernait les handicaps moteurs plutôt, ou sensoriels de manière générale, eh bien, l'offre était quantitativement moins importante, mais suffisante parce que ça concerne un nombre extrêmement réduit d'élèves. Qui plus est, c'est une offre qui va être spécifique et donc réellement adaptée à la déficience qu'on identifie assez facilement quand il s'agit d'une déficience sensorielle. Là où on a une zone de flou qui est apparue, c'est pour tout ce qui concerne l'enseignement spécialisé plutôt de type 1, de type 2, type 3 et type 8. Donc tout ce qui concerne les déficiences mentales, les troubles de l'apprentissage, les troubles du comportement, où là on a plutôt affaire à du handicap invisible et l'offre est malgré tout en suffisance sur le territoire liégeois parce qu'on a beaucoup d'opérateurs, mais on remarque malgré tout qu'elle n'est pas spécifique dans ce cas-là. Ce qui est souvent annoncé par les opérateurs culturels, c'est que l'offre classique va être adaptée aux spécificités des élèves. Et donc cette bonne volonté, on l'a dit un petit peu plus tôt, elle est essentielle et elle doit continuer à se faire. Mais elle n'est certainement pas suffisante. Il y a certaines difficultés qu'il vaut mieux pouvoir anticiper pour pouvoir accueillir les élèves dans les meilleures conditions et éviter de partir avec un goût amer dans la bouche, autant pour l'opérateur culturel que pour les élèves ou les enseignants, parce que certaines choses n'ont pas été anticipées. Et si je peux donner un exemple, tant qu'on y est, imaginons par exemple pour une des élèves qui présente une déficience mentale modérée à sévère, si l'enseignant annonce au service de réservation de l'opérateur culturel que les élèves ont un niveau qui correspond plus ou moins à 8 ans d'âge mental, eh bien, le mauvais réflexe, ça pourrait être de se dire, on va prévoir dans ce cas-là la visite type ou le spectacle type qu'on prévoit pour les élèves de 8 ans, sauf que ces adolescents, ils ont peut-être un âge mental de 8 ans, mais à côté de ça, ils ont développé toute une autre maturité dont il faut pouvoir tenir compte. Et donc, la visite des enfants de 8 ans ne leur conviendra peut-être pas. Donc, il y a comme ça toute une série de spécificités qui méritent d'être anticipées avec vraiment de la formation, notamment concernant, pour les opérateurs culturels. Je t'écoute, Christelle. Tu voulais intervenir ? Voilà, donc oui, moi je rebondis par rapport à ce que tu dis parce que ça me parle beaucoup, où je vois beaucoup ça dans différents théâtres, notamment pour les arts vivants, etc., où on va proposer l'offre adaptée en fait au primaire, on va proposer au secondaire spécialisé. Et moi, je m'interroge toujours beaucoup à ce sujet parce que, comme tu le dis, en fait, ce sont des adolescents quand même avant tout qui ont aussi des hormones, un corps, etc., et qui donc sont aussi, même s'ils sont peut-être à un niveau d'apprentissage plus bas, en fait, socialement, et physiququement, etc., ils sont dans d'autres préoccupations. Et donc ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on tienne en compte aussi en tant qu'opérateur culturel, quand on fait des propositions. Est-ce qu'une des idées reçues qui est fréquente, on en parlait au début, c'est pas un petit peu, on dit des enfants qui ont un âge mental, par exemple, de 6 ans, alors que ce sont des enfants qui en ont 16 et que l'opérateur culturel se dit finalement je vais prendre un projet culturel, un projet PK que j'ai pour destiné à des enfants de 6 ans et qu'en fait quand il le met en place il se rend compte que c'est pas du tout adapté. Sylvie. Oui, donc ça c'est quelque chose qu'on a pu vivre, que Christelle disait aussi d'ailleurs. On a avec les jeunes enfants de l'enseignement ordinaire des codes qui fonctionnent très bien, mais qui ne fonctionneront pas avec des adolescents du même âge mental. Imaginons un programme spécifique pour les maternelles de l'enseignement ordinaire, ou une histoire où on commencerait l'animation, la visite par un conte qui mettrait en scène un petit enfant, qui permet à l'enfant de maternelle de se projeter dans un petit héros qui lui ressemble. Si on raconte la même histoire à
un adolescent, il ne va pas du tout se reconnaître dans ce petit enfant, et donc il y a comme ça une distance qui se crée et une visite qui est inadaptée. Et donc il y a toute une série de codes comme ça qui doivent être intégrés de la part des opérateurs, donc pour avoir malgré tout une base, un canevas qui peut convenir à différents types d'enseignements, mais qui ne dispense absolument pas d'un dialogue entre l'école et l'opérateur culturel, puisqu'il y a réellement des spécificités très différentes et qui doivent vraiment être appréhendées au cas par cas. Imaginons dans le cadre d'enfants qui présentent des troubles autistiques, il peut y avoir des freins qui lui sont propres, qui sont individuels, comme le fait de ne pas aimer toucher des choses piquantes, par exemple, ou ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui mérite d'être connu avant la visite, mais qui sera propre à cet élève-là et pas forcément à un autre élève de la même classe. Donc le dialogue reste essentiel, mais on ne peut pas se baser que sur ça. Et alors pour poursuivre, donc en ça, je dirais aussi que il y a aussi toute la question de la communication de l'offre culturelle auprès de ces établissements d'enseignement spécialisés. Pour revenir au type de handicap plutôt sensoriel, donc moteur sensoriel, quand un opérateur culturel va développer une offre pour les déficiences visuelles, par exemple, ou ce genre de choses, il va imaginer des outils, il va peut-être former ses guides, ses animateurs spécifiquement pour cette déficience. Une fois que ces outils auront été développés, il les fera connaître parce qu'il s'agira dans ce cas-là d'une offre spécifique qui pourra arriver très facilement aux écoles. Donc ça, c'est la question de la communication. Que pour les types, donc les déficiences plutôt mentales, si jamais l'opérateur culturel reste dans l'idée de se dire on va adapter au cas par cas, eh bien, il peut y avoir une rencontre qui ne se fait pas parce que chacun va rester sur son idée. Donc l'opérateur culturel peut être en attente d'un public qui ne viendra peut-être pas jusqu'à lui. Parce que du côté de l'école, eh bien, on va se dire « Oh non, ce musée, ce spectacle, moi je connais mes élèves, ça n'ira jamais pour eux. » Et de son côté, l'opérateur culturel va se dire « Oh, mais on s'adaptera. Si jamais on a une demande, on adaptera la visite en conséquence. » Et cette rencontre ne se fait pas parce que le dialogue n'est pas suffisamment ouvert. On ne connaît pas les possibilités peut-être de l'opérateur culturel. Et l'opérateur culturel peut lui avoir une méconnaissance du public, justement. Et donc, je crois que c'est très important, principalement pour les déficiences mentales, donc là, les types 1, 2, 3, 8, les troubles du comportement et de l'attention également, de vraiment renforcer le dialogue avec les opérateurs culturels. Et comment on arrange ça, Sylvie? Comment est-ce qu'on trouve une solution à ça? C'est le rôle des référents, quelque part, aussi bien scolaire que culturel, de trouver une solution par rapport à cette problématique. Christelle évoquait tout au début de notre discussion le manque de formation aussi. Sandrine? Ce que je dirais, c'est qu'en fait, le fait de rencontrer les opérateurs culturels qui ont cette sensibilité, comme Christelle, de s'intéresser à la problématique, et il y en a plein d'autres, ça permet effectivement de se dire, oui, là, il y a une demande des opérateurs culturels, il y a aussi une demande du terrain scolaire, et de faire le pont. Et en fait, c'est notre job en tant que référent culturel et référente scolaire, c'est de faire le lien entre les deux mondes. Et je le disais tout à l'heure, des journées culture-école, c'est l'occasion, mais au-delà de ça, le fait de se rencontrer et de prévoir des réunions dans nos agendas respectifs est très serré. On n'a pas encore eu l'occasion avec Christelle de bloquer un moment, mais c'est évident que c'est une demande des deux terrains. Et donc, moi, je trouve que c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. On sent que ça bouge. Enfin, moi, je ne suis pas référente culturelle depuis très longtemps. Ça fait 1 an et demi. Mais je sens vraiment qu'il y a une demande des deux parties, quoi. Oui, et si je peux juste ajouter quelque chose...
qui est plus structurelle. Je pense qu'il y a de la bonne volonté des deux côtés et on a tous très envie, mais moi je me rends compte que bien souvent le souci c'est que les enseignants n'ont pas le temps. Il n'y a pas le temps dans la journée en fait, dans leur travail, de prendre ces moments de réunion, etc. Même, et ça c'est de manière extrêmement générale, même dans l'enseignement général, en fait on se rend compte que quand on a besoin de faire des réunions, quand on a besoin de rencontrer et tout, c'est très compliqué, en fait, ils n'ont pas le temps, tout simplement, ils sont déjà surchargés. Et donc là, je pense que c'est structurellement, il y a quelque chose à faire, à mettre en place au niveau des horaires et de la valorisation des enseignants pour que ce travail-là soit valorisé, en fait. Et voilà. Sylvie ? Concernant le fait que on n'a pas le temps, autant du côté de l'enseignement que de la culture d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un réel problème et c'est une des raisons pour laquelle la bonne volonté ne suffira pas. On ne peut pas juste se dire on va construire la visite en repartant à chaque fois du début comme si on avait une page blanche. Donc c'est très important, je pense, au sein des plateformes PK que la question de l'offre spécifique ou adapté au public spécialisé soit réfléchi pour qu'on ait déjà des modèles de base, des canevas, des squelettes pour les différents types d'enseignements spécialisés qu'on habille après avec les spécificités de l'établissement, de la classe et des élèves qui s'apprêtent à vivre l'expérience. Alors, au niveau de la plateforme PK de Liège, on s'intéresse très fort à l'enseignement spécialisé parce qu'il y a 2/3 des écoles, des établissements d'enseignement spécialisé de la province qui sont concentrés sur l'arrondissement. Et il y a vraiment 2 choses qui nous semblent essentielles. C'est l'information. Donc, autant le fait que différents types d'enseignements spécialisés existent. Donc, cette information, on l'apporte au monde culturel. Et d'autre part, par l'intermédiaire des référents culturels des différents réseaux d'enseignement, on va pouvoir informer les écoles des différents types d'expériences culturelles qu'il est possible de vivre sur le territoire. Et donc la deuxième chose qu'on réalise également, c'est de la formation pour, d'une part, permettre aux opérateurs culturels de mieux connaître les réalités de l'enseignement spécialisé, des différents types d'enseignement spécialisé, et aussi pouvoir déconstruire certaines fausses idées qui peuvent y avoir. On en a évoqué tout à l'heure avec le fait qu'une visite prévue pour les enfants de 5 à 8 ans ne conviendra pas pour des adolescents avec un âge mental de 5 à 8 ans. Donc ces formations, ce sont des choses qu'on met en place et qui rencontrent un grand succès. Il y en a déjà eu une l'année dernière sur le thème de l'inclusion. On va continuer à en proposer pour les différents types d'enseignements spécialisés et plus spécifiquement pour ce qui concerne les troubles du comportement et les déficiences mentales. Alors, tu évoques les fausses idées. Je vous propose maintenant d'écouter en fait les enfants, parce qu'on a beaucoup écouté les adultes autour de cette table. Donc, ce sont quelques témoignages qu'on a recueillis lors d'une exposition qui a été mise en place par les élèves de l'école du Mardasson à Bastogne et qui ont présenté, dans le cadre de ces expositions, à d'autres élèves de l'enseignement traditionnel, donc, leurs propres troubles de l'apprentissage. J'étais quelque part, il y avait des enfants, tu vois. Et je lui dis, tu viens de quelle école? Il me dit Saint-Joseph. Je dis, ok. Il me dit, toi. Moi, je dis, je viens du Mardasson. Alors, j'ai déjà eu des critiques parce qu'il m'a dit, ah, mais là-bas, il n'y a que des Mongols, il n'y a que vraiment des bêtas, ils savent rien faire. Et vraiment, c'est pas cool, quoi. Il y a des gens, par exemple, ils ne se soucient pas de nos difficultés. Par exemple, à l'école, on va à l'école et il y a des profs qui savent pas qu'on sait pas manipuler les ciseaux ou gérer les crayons, les bics, tout ça. Et donc, ils nous engueulent et on n'aime pas. Moi, parfois, j'ai compliqué à faire mes calculs. Du coup, de voir cette exposition, ça a fait comprendre aux autres que j'ai compliqué. Des fois, quand ça m'énerve, parce que pour nous, la chose qu'on doit faire là, par exemple, faire un calcul 1 + 1, c'est facile. Mais celui qui n'y arrive pas, on pense tout de suite que il est bête. C'est parce que
mais parce qu'on ne sait pas qu'il est dyslexique. Et tu penses qu'une exposition comme ça va changer les choses? Oui, ils savent ce qui... Maintenant, par exemple, il y a des profs qui viennent des écoles normales et qui voient ça, ils vont dire « Ah oui, ils savent maintenant après comment réagir. » De toute façon, je pense que si on n'y met pas du sien, on n'y arrivera pas. Mais je pense que chaque personne a une capacité en lui et peut tout à fait être capable de faire plein de choses. À chaque porte qu'on ouvre, il y a un cadeau. Merci à Alexandre, Lina, Mathéo, Maxime et Thaïs de ce cadeau. Et si vous souhaitez voir la vidéo d'où sont extraits ces témoignages, je vous invite à consulter notre chaîne YouTube et à rechercher la vidéo intitulée « Vous êtes nos super-héros ». Alors Renaud, le monde de l'enseignement spécialisé, on le constate ici un peu à travers ces témoignages, pour beaucoup de gens, c'est un monde un peu à part, c'est un monde qu'il est difficile de comprendre et les autres enfants l'expriment très clairement. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas capable de faire ça alors que moi j'y arrive parfaitement. Oui, il n'y a pas que les enfants, hein, les adultes aussi se posent parfois la question. Et c'est vrai que quand on n'y est pas, qu'on ne prend pas le temps d'essayer de comprendre comment réfléchissent, comment fonctionne un enfant porteur de handicap, on s'arrête parfois, je veux dire par facilité, en se disant, voilà, lui, il va aller dans l'enseignement spécialisé, point, et on ne cherche pas plus loin. En fait, une fois que cet enfant atterrit dans l'enseignement spécialisé, il y a tout un travail d'apprentissage de la part des enseignants. Chez nous, en général, donc, les enfants arrivent avec une attestation de type, donc, qui est délivrée par les PMS, par les médecins, etc. Et en fait, ça permet quelque part de catégoriser l'enfant en disant il va aller dans telle ou telle classe, mais ce n'est pas suffisant. Donc en général, nous, on a des classes où on estime, de par les informations qu'on reçoit lors d'une inscription, où l'enfant pourrait se développer, s'épanouir, mais je pense que 2 fois sur 3, on doit réajuster la machine en cours de route en se disant, voilà, on va essayer plutôt qu'il aille dans cette classe-là, parce qu'il y a telle ou telle chose qui est mise en place. Et c'est un travail de tous les instants, et je pense qu'on arrive encore à faire des changements de classe. On peut se le permettre dans le spécialisé, on peut faire des changements à tout moment de l'année. On a des enfants qu'on va encore parfois changer au mois d'avril, alors que l'année scolaire est pratiquement terminée, en se disant il évoluera mieux dans cette classe-là. La frontière, elle est ténue aussi, entre un enfant qui, entre guillemets, doit aller dans l'enseignement spécialisé ou un enfant qui reste dans l'enseignement traditionnel. Il y a des enfants qui ont leur propre caractère dans l'enseignement traditionnel aussi, quoi, Sandrine. Oui, j'avais envie de rajouter aussi qu'en fait, on parlait de formation plus structurelle et en fait, les enseignants ont très peu d'heures en fait, de stage dans l'enseignement spécialisé aussi, pendant leur formation à l'école normale. Et donc, comme on le dit, en fait, il y a aussi beaucoup d'enfants qui sont dans l'ordinaire avec des problématiques spécifiques. Alors, il y a des projets d'intégration, des projets d'inclusion, et il y a aussi des enfants qui ne sont pas encore dans ces projets-là et qui restent dans une classe et qui sont dans une classe, et c'est très bien comme ça aussi, mais moi, je pense qu'il faut pouvoir outiller ces futurs enseignants qui sortent de l'école normale. À mon époque, il y avait encore des stages dans l'enseignement spécialisé, mais je ne suis pas sûre que ça existe encore. Et donc ça, c'est bien dommage, parce qu'en fait, outiller les enseignants pour les enfants avec des problématiques, c'est peut-être pas parce qu'ils ont envie d'aller dans l'enseignement spécialisé, parce que je pense qu'il faut le sentir et ça doit faire partie de soi, mais c'est aussi s'outiller pour tous les enfants qui auraient des problématiques dans l'ordinaire, en fait. Alors, le bénéfice de réaliser un projet PK dans l'enseignement de manière générale, on en a déjà beaucoup discuté, je pense qu'ici tous autour de cette table on est convaincus. Est-ce qu'il y a des types d'activités qui fonctionnent particulièrement bien dans l'enseignement spécialisé, Sylvie ? Pour ce que j'ai pu observer ces dernières années, ce qui fonctionne assez bien, ce sont les activités où les artistes ou opérateurs culturels se déplacent dans l'établissement scolaire, ce qui permet de contourner le frein de la mobilité qui est encore
plus prégnant dans l'enseignement spécialisé qu'ailleurs, et on sait que c'est malgré tout une problématique générale dans l'accès à la culture. Donc ce qui peut être vécu à l'école peut fonctionner généralement bien. Ça permet aussi pour les élèves qui doivent recevoir des soins ou pour lesquels il y a des structures adaptées, du matériel logistique qu'il faut avoir à disposition, l'école elle est équipée. Donc le fait de pouvoir faire les activités en école va souvent faciliter les choses. Toutes les activités qui vont pouvoir se vivre en petits groupes aussi, ça fonctionne bien. Quand l'artiste, l'opérateur culturel va pouvoir prendre en charge un nombre très restreint d'élèves, voire les élèves un à un. Je prends l'exemple de la réalisation d'une fresque, par exemple, sur un mur de l'école. Il y a eu une activité de ce type-là qui a été réalisée il y a un peu plus d'un mois dans une école liégeoise. Il y avait une petite fille qui avait besoin de se mobiliser grâce à un palan. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu avoir à l'extérieur de l'établissement scolaire. Mais grâce à ce dispositif, elle a pu, elle aussi, apporter sa contribution. Elle a peint avec ses pieds sur le mur. Donc il y a comme ça une petite touche d'elle sur un des murs de l'école. Elle a pu y participer à sa manière, ce qui n'aurait pas été possible ailleurs. Mais maintenant, il y a énormément de types, de spécificités justement, donc il n'y a pas une recette qui va fonctionner. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le bénéfice du PK, c'est justement de prendre des voies détournées, d'apprendre autrement, et donc je reste persuadée qu'il y a des voies PK, quel que soit le type de spécificité qu'un élève rencontre, et le tout, c'est à travers le dialogue et avec une formation en amont, réussir à trouver cette voie. Alors je vous propose maintenant de retourner vers Romain et d'écouter comment son projet prend forme sur le terrain. Mais ils ont demandé si je pouvais chanter. Donc, dans cette classe, il y en a qui sont à Paris, donc qui entendent jusqu'à un certain spectre de sons, et d'autres qui, en fait, n'entendent, sont vraiment sourds complets. Et donc, j'ai quand même chanté, et c'est vraiment une très belle surprise. J'ai chanté, et en fait, ils ressentent quand même hyper fort les vibrations et tout. Et là, en fait, ils étaient là, ah, c'est super. Mais je ne saurais pas dire vraiment ce qu'ils entendent de ma voix exactement. Ils étaient tous là, c'est super, et tout. Et sont posés, et là je fais encore une digression, mais du coup là il y a une petite fille, je trouve que c'est vraiment un beau moment, c'est un beau moment que j'ai vécu, c'était passé hier en plus, et en fait il y a une petite fille, son professeur lui demande mais qu'est-ce que tu ressens et tout, et qui est complètement sourde, et en fait je vais chanter un petit aria en italien sur quelqu'un qui veut se laisser mourir, ainsi de suite, et en fait la petite dit mais je ressens de la tristesse, ainsi de suite. Et donc, en fait, rien que par les vibrations du son, en fait, elle avait été touchée, tu vois, par le chant. Et du coup, voilà, je fais une grosse digression, mais c'est une très belle surprise. Et, Est-ce que c'est dans des moments comme ça qu'on se dit j'ai raison de faire ce que je fais? Oui, mais j'avoue que c'est un peu un projet magique pour moi parce que c'est justement un spectre du spécialisé que je n'avais pas encore abordé. Et les enfants, en fait, attends, ils m'ont déjà vu 3 fois, donc j'arrive un peu, c'est genre... Monsieur Romain vient aujourd'hui. Et en fait, déjà, quand je vois l'enthousiasme qu'ils émettent à ma venue, je vais dire, il y a un plaisir. Et en fait, tu sens vraiment que ce que tu leur donnes, ils te le renvoient dans le même sens, comme s'ils percevaient en fait la valeur de ce que je peux leur apporter. Et il y a vraiment un espèce d'échange comme ça, de fluide. Moi, je leur partage des choses et eux m'en partagent d'autres. Et ça arrive que dans l'ordinaire, j'arrive à ce stade... mais vraiment plus dans les arts vivants, parce qu'il y a une chose qui est moins personnelle, qui est plus collective, où tu sens vraiment des moments d'émotion et tout. Mais je dirais que dans le spécialisé, le moment de la vibration et de l'émotion, du partage et tout que tu peux ressentir, il est plus important. Il y a vraiment, je sais pas l'exprimer avec des mots, mais j'arrive à retrouver des sensations que je peux avoir quand je suis avec une ou un partenaire sur un plateau, que ce soit en danse ou en théâtre, et qu'on sent en fait ces moments que j'adore en tant qu'artiste, où on est vraiment comme fusionnel dans l'émotion, dans l'énergie, et tout avec son partenaire de jeu. Il y a une connexion qui s'opère? Oui, voilà. Et en fait, là, en tout cas dans ce projet-ci, pour le moment, je ressens vraiment ce truc-là où je leur donne, mais je sens le vent de la vague, en fait, qui revient vers moi. Et donc,
ça me donne envie de continuer, bien sûr. C'est une belle image, hein, cette image de la vague qui revient. Alors là, Romain, il s'exprime forcément en tant qu'artiste, mais toi, Renaud, en tant qu'enseignant, est-ce que tu ressens la même chose ? Oui, c'est une des raisons pour laquelle je suis resté dans l'enseignement spécialisé, en fait. On a souvent affaire à des enfants qui ne réalisent pas, qui sont incapables de parler, et donc tout ce qui est expression des émotions, ça passe par d'autres canaux. Donc on est content en fin de journée quand un élève autiste montre un certain geste de réactivité par rapport à ce qu'on lui a enseigné. On a des élèves qui dans les couloirs nous croisent, nous font des câlins. Voilà, donc c'est vraiment... on a aussi ce retour, effectivement, et même de la part des parents en général, pour avoir un peu travaillé dans l'ordinaire, je trouve qu'on a un retour vraiment beaucoup plus agréable au niveau de l'enseignement spécialisé. Mais tout est exacerbé. Alors Christelle, tu exprimais au début de ce podcast un petit peu tes craintes par rapport, en tant qu'opératrice culturelle, à accueillir l'enseignement, enfin des élèves de l'enseignement spécialisé, des projets PK. Est-ce que tout ce qui s'est dit ici, et particulièrement ce témoignage, ça crée une envie encore plus forte, parce que tu exprimais la peur, mais tu exprimais aussi l'envie de réaliser des projets? Oui, pour répondre directement à ta question, bien sûr, mais j'avais déjà l'envie. Depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on s'interroge là-dessus et qu'on a envie de pouvoir accueillir et de pouvoir mener des projets avec l'enseignement spécialisé, mais aussi de pouvoir le faire de manière inclusive, dans le sens de pouvoir le faire aussi avec d'autres publics, en fait, donc j'entends bien les spécificités, les besoins spécifiques et les choses à mettre en place vraiment pour ce public-là. Mais la crainte, là, réellement, c'est de fonctionner en vase clos et finalement de ne proposer que des choses en école ou que des choses vraiment que pour ce public. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on ne veut pas dans le secteur culturel. On a envie d'ouvrir, on a envie de s'adapter pour que les propositions correspondent au plus d'élèves et de jeunes possibles, qu'ils soient porteurs ou en situation de handicap ou non, en fait. Et je pense que là, il y a beaucoup de travail encore, mais je crois que c'est là-dedans aussi qu'il faut essayer d'aller. Voilà. Sylvie, c'est quelque chose que tu as pu constater lors de ton travail de recensement, c'est cette envie de la part des opérateurs culturels de plus s'impliquer, de plus proposer des choses par rapport à l'enseignement spécialisé de manière spécifique? Ah oui, donc clairement, l'envie, elle est là. Ça s'est ressenti dès la première phase de recensement, avec l'annonce de vouloir proposer des activités à destination de l'enseignement spécialisé. Et après, il y a comme ça toute une série de formations qui se sont mises en place et qui ont vraiment rencontré de l'engouement. Pour une formation sur l'inclusion qui a été donnée l'année dernière à des opérateurs culturels du territoire liégeois, la formation a affiché complet extrêmement vite. J'avais une liste d'attente, ce qui nous poussera sans doute à la reproposer d'ailleurs. Donc l'envie, elle est là. Et c'est déjà vraiment un très bon début pour aller à la rencontre des écoles, ça oui. Sandrine, est-ce qu'il y a la même chose du côté des écoles ? Est-ce que les écoles ont une demande plus importante ou se rendent compte de ce que la mise en place d'un projet PK peut leur apporter ? Oui, ils sont en demande, ils font déjà beaucoup de choses. Maintenant, le lien dont on parle justement entre la culture et le scolaire, il se met en place aussi. Donc, par exemple, une petite forme théâtrale qui va dans l'ordinaire. J'ai proposé à une déléguée PK du spécialisé de venir la voir pour voir si c'était possible de l'accueillir aussi dans le spécialisé. C'était une demande des opératrices culturelles. Donc des choses comme ça se met en place aussi et déjà sur le terrain. Alors de manière structurelle, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et ça c'est clair. Mais voilà, les choses sont en train de se lier et se lient déjà depuis avant que je sois là. Moi, je les constate maintenant parce que je suis référente culturelle, mais les projets, je sais que dans l'école où j'ai travaillé, on en faisait déjà depuis très longtemps des projets slam, des projets avec un auteur en classe. Et donc, tous ces projets en fait, qui existent maintenant sont nommés par le parcours d'éducation culturelle et artistique. Mais tous ces projets
ouvre une porte à chaque fois sur des apprentissages ou des sensibilités, et ça c'est vraiment super intéressant. Les projets auteurs en classe vont ouvrir sur la lecture ou sur l'écriture, alors que c'est quelque chose de plus difficile pour certains, ou ils n'ont pas d'accroche scolaire et donc on les amène à quelque chose par un autre biais, et ça c'est vraiment la magie de cette ouverture vers la culture, quoi. Sylvie, tu voulais encore intervenir, non ? Oui, ce que je voulais ajouter, c'était la culture a effectivement beaucoup à apporter à l'enseignement sans doute, mais l'inverse est vrai aussi. L'enseignement spécialisé a aussi énormément à apporter à la culture, et j'ai un exemple très précis de terrain qui m'enthousiasme très fort, donc j'ai envie de le partager avec vous. Il y a l'Université de Liège, le service d'archéologie expérimentale de l'Université de Liège, qui mène pour le moment une étude très précise sur une question d'armes préhistoriques. Je vais vous passer les détails, la question n'est pas là. Mais pour mener cette étude, l'Université de Liège avait besoin d'imaginer, de concevoir une machine qui allait lui permettre de produire un geste standardisé. Donc tout devait être conçu et on avait pour ça besoin de compétences spécifiques en soudure. Eh bien, avec les chercheurs de l'Université de Liège, on est allé à la rencontre d'une école d'enseignement spécialisé de la région liégeoise qui propose de l'enseignement de type 1, type 3 et type 8 en forme 3, donc une formation professionnalisante. Et on leur a demandé si un win-win les intéressait, c'est-à-dire une sensibilisation à la culture, à notre passé, au patrimoine, et en échange, la réalisation de cette machine dont les chercheurs de l'Université de Liège avaient besoin. Et la mayonnaise a pris. Donc la rencontre a eu lieu à l'Université de Liège. Les adolescents en l'occurrence, ont pu venir visiter le musée de préhistoire, voir un petit peu à quoi ressemblaient les vestiges archéologiques qu'on avait retrouvés. Et puis sur base de ça, et surtout bien aidés par leurs enseignants, ils ont pu imaginer la machine qui allait permettre de reproduire le geste dont les chercheurs avaient besoin. Et ça, l'enseignement spécialisé le propose plus facilement même que l'enseignement ordinaire avec les options soudure, parce que leur filière manuelle, réellement, leur nombre d'heures de cours est beaucoup plus important. Ils ont plus de souplesse dans la façon d'organiser leur planning. Et donc, pour le moment, ils sont en train de réaliser cette fameuse machine qui permettra aux chercheurs d'expérimenter leurs gestes. Et donc, on va ici avoir des jeunes de l'enseignement spécialisé qui contribuent à de la recherche scientifique. Win-win. Et effectivement, on va se quitter sur ce magnifique exemple de projet PK qui non seulement parle d'art, de culture, de patrimoine et qui met en plus en relation le monde du spécialisé avec le monde traditionnel. Voilà, c'est super. Merci pour cette conclusion, Sylvie. Alors, on va se quitter sur une lettre d'un parent d'un élève 10 qui nous dit « Bonjour ». Merci pour le projet PK. Mon fils, lire ou suivre une consigne, c'est souvent sportif. Là, il a passé 2 heures à écrire une chanson et il l'a chantée devant tout le monde sans bégayer une seule fois. Il a même inventé sa propre punchline que je n'oublierai jamais. Mon 10, c'est mon do it your style. Ce qui est fou, c'est qu'il a enfin pris confiance en lui. Il raconte son histoire à sa façon et ça touche tout le monde. Alors merci d'avoir permis à mon fils de trouver sa voix et son espace dans la classe. Signé un parent bluffé et un peu jaloux de cet talent de rappeur.